Et je suis heureuse d'accueillir ce soir Monsieur Jean-Marc Drouin, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et qui a accepté d'évoquer quelqu'un qui a donné son nom à une rue que plusieurs d'entre vous habitent, Michel Adanson. Michel Adanson, botaniste des Lumières. Merci encore et bonne conférence à tous. Bien, merci de votre invitation. Je suis impressionné de parler devant une salle aussi remplie et de qualité, et en plus avec ces peintures qui rappellent l'esprit du quartier. Je vais commencer par lire un témoignage sur Michel Adanson qui nous éclairera sur le personnage. Le témoignage est d'un botaniste suisse qui en 1800 était âgé de 22 ans et était déjà candidat, sans beaucoup de chance parce qu'il était encore un peu jeune, à un siège, si on peut dire, à l'Académie des sciences, qui ne s'appelait pas l'Académie des sciences, mais la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut national, puisque l'Académie des sciences avait été supprimée en tant qu'institution royale sous la Révolution et rétablie un an ou deux plus tard sous le titre d'institut, de classe de l'Institut. Et les rituels étaient les mêmes, les rituels académiques. Il devait faire le tour d'un certain nombre de membres de l'Académie pour demander leur voix. Alors voici ce récit donc de ce botaniste suisse qui s'appelle Augustin Pyramus de Candolle. Le nom n'est pas très connu, mais les initiales, pour ceux qui ont feuilleté une flore, DC, se trouvent souvent à la suite d'un nom d'espèce. Dans le cours des visites que je fus dans le cas de faire, je me rappelle celle à Adanson. Cet ancien rival de Linné et de Bernard de Jussieu était alors âgé de plus de 80 ans, en fait 73, et tombé dans une espèce de demi-folie tranquille qui n'était qu'une légère déviation de ses grandes facultés, ou si l'on aime mieux une exagération de l'excentricité et de la bizarrerie qu'il avait toujours montrée. Il avait entendu mon mémoire sur la lumière. C'était un mémoire sur les plantes qui se ferment la nuit, et il inversait l'éclairement. C'était un travail qui avait été remarqué. Il avait entendu mon mémoire sur la lumière et m'accueillit très bien. Il me dit que je méritais la place quant au talent, mais que l'injustice faite à la Billardière obligeait à le nommer. La Billardière avait fait partie de l'expédition envoyée à la recherche de la Pérouse et avait de ce fait été rayée des cadres de l'Institut par une sorte d'erreur. Il sortit alors son agenda et m'inscrivit pour me donner sa voix à la première place qui viendrait à vaquer. Je pensais bien, et cette idée m'attristait, que ce serait la sienne. Dans sa manière vive de s'exprimer, il me disait qu'il fallait bien distinguer les botanistes qui savent réfléchir et les botanicaux qui ne savent que recueillir. On devrait, disait-il, dans les voyages de long cours, adjoindre toujours 5 ou 6 botanicaux à chaque botaniste. En parlant des professeurs du Jardin des Plantes, « Bah, disait-il, ce sont mes élèves à la 4e ou 5e génération. » À l'occasion de quelques travaux modernes qu'il ignorait entièrement, il étendit sa main avec les doigts tout ouverts et me dit « Monsieur, voilà les grands chemins de la science, je n'ai pas besoin des chemins de traverse. » Il me reçut dans un petit jardin entouré de murs et au milieu duquel il avait fait élever une pyramide de terre à 4 pans pour y planter les mêmes végétaux sur les 4 faces et observer, disait-il, l'influence des vents cardinaux sur la végétation. Partout, on retrouvait en lui les restes d'un homme de génie que la vieillesse et un peu de folie avaient réduit fort au-dessous de lui-même. Donc c'est un portrait qui a été repris par l'éloge de Cuvier, qui donne un peu le même style. Cuvier n'avait pas connaissance de ce mémoire autobiographique de son collègue de Candolle, mais disons c'est un personnage, c'est une figure
c'est un caractère, mais le risque, c'est que le personnage, la figure, le caractère, nous masque le savant, ou peut-être, et nous pourrons y revenir dans les questions, y a-t-il un cas privilégié pour voir le rapport entre la psychologie d'un savant et son influence. Et son influence, c'est aussi la construction de son œuvre. Alors, ce texte, 1800, a presque un petit peu plus de 200 ans. Il est mort il y a 200 ans exactement. Le 3 août 1806, à Paris. Qu'est-ce qu'il nous reste de lui pour terminer cette introduction, pour perpétuer son souvenir? Le square qu'habitent plusieurs d'entre vous, une revue de botanique, la revue de botanique du Muséum d'histoire naturelle, qui s'appelle Adansonia. Le nom scientifique du baobab, nous y reviendrons, et un herbier que 2 personnes dans la salle connaissent très bien, et je dois saluer et remercier Cécile Opic et Gérard Emonin, qui sont auteurs d'un texte, d'une étude extrêmement fouillée sur cet herbier, et qui m'ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Un mot encore sur le titre de cette conférence, Botaniste des Lumières. C'est un peu plus que botaniste du siècle des Lumières. C'est un botaniste du siècle des Lumières qui en partage dans une grande mesure l'esprit, la volonté encyclopédique, la foi dans la valeur morale, intellectuelle, politique, on pourrait presque dire, du savoir, et enfin, au cœur de sa pratique, au plus près de son métier, une volonté d'élucidation, une volonté de conscience, sa théorie de la botanique, c'est la mise en lumière de sa pratique. C'est-à-dire que non seulement c'est un grand botaniste du point de vue pratique, mais c'est quelqu'un qui non seulement nomme, classe, décrit, mais réfléchit sur ce que veut dire nommer, classer, décrire. Et donc j'ai à peu près 3/4 d'heure pour vous en convaincre. 3 parties dans cette conférence. Rapidement, sa vie. Deuxièmement, son œuvre. Je verrai 2 grands thèmes de son œuvre. Et puis, la postérité. Alors, sa vie, il est né à Aix-en-Provence. C'est un botaniste provençal, ce qui a son importance. Il y a un aspect régional, mais très vite, en fait, sa famille s'installe à Paris alors qu'il est encore enfant, et c'est à Paris qu'il vivra la plus grande partie de sa vie, mais en gardant des attaches régionales. Il était destiné à l'état ecclésiastique, mais la théologie ne l'intéresse pas, et il préfère se consacrer à l'histoire naturelle. Il reçoit en prix un microscope des mains d'un naturaliste connu, Tuberville Nidam, et enfin, la grande affaire de sa vie, il obtient un poste de commis de la Compagnie des Indes à Saint-Louis du Sénégal. Alors, ça, c'est le point le plus important. Il s'embarque à Lorient en 1749, il quitte le Sénégal en 1753, il arrive à Brest au début 54, donc il a été pratiquement 4 ans au Sénégal, et ce voyage l'a beaucoup marqué. Il y est parti
avec la volonté de faire de l'histoire naturelle en emportant les livres de Linné, de Jussieu. Il faudrait peut-être que je m'arrête un instant sur ce mot Jussieu, également bien connu des habitants du 5e arrondissement. La difficulté quand on parle de Jussieu et l'intérêt, c'est que c'est un personnage multiple, c'est une famille, c'est une dynastie. 3 frères, l'un Joseph de Jussieu qui part en Amérique du Sud et qui y restera 35 ans, un autre Antoine qui est professeur de botanique au Jardin du Roi, donc l'actuel Jardin des Plantes, et un autre Bernard de Jussieu, et c'est à ce Bernard de Jussieu que je fais allusion ici. Nous parlerons d'un autre Jussieu, le neveu de ces 3 frères, lorsque nous verrons les grands thèmes de l'œuvre. Bernard de Jussieu, pour la petite histoire, il est supposé avoir rapporté dans son chapeau le grand cèdre du Jardin des Plantes. Comme c'est un cèdre du Liban, ça fait loin, on se demande dans quel état était le chapeau. Mais il n'a jamais été au Liban. Il l'a rapporté d'Angleterre. Mais déjà, d'Angleterre, le chapeau avait plus de chances de résister. Mais enfin, il y avait des moyens de transport plus faciles pour les plantes. L'image est sans doute légendaire, ou tout au plus, l'a-t-on rationalisé, il aurait rapporté d'Angleterre en pot tout à fait normal, et quand il l'aurait apporté de chez lui au jardin, le pot se serait cassé. Donc pour que la motte ne se défasse pas, il aurait pris son chapeau et l'aurait protégé. Si vous tenez absolument à la légende et à cette histoire de chapeau, voici une version acceptable. Bon, donc il connaissait Bernard de Jussieu, il en avait suivi les cours. Il part au Sénégal fort jeune, mais passionné déjà d'histoire naturelle. Alors, la période du séjour au Sénégal nous est bien connue, puisque au retour, il va publier un livre qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'une réédition qui malheureusement est épuisée. Mais c'est un récit de voyage et, en deuxième partie, une description des coquillages. Le reste de l'histoire naturelle est venu par article, par notice d'encyclopédie, par morceaux. Mais le volume Voyage au Sénégal, c'est le récit du voyage et du séjour et la description des coquillages. Alors, on attend beaucoup de ce récit de voyage et on est à la fois comblé, au-delà même de ce qu'on pouvait espérer, et en même temps, il reste des zones d'ombre et des incertitudes. A-t-il été soutenu par la Compagnie des Indes? Avait-il un emploi d'expert en histoire naturelle pour faciliter la colonisation? Que pense-t-il de la colonisation sur le plan moral? La colonisation à Saint-Louis du Sénégal dans les années 1750, ça n'est pas la colonisation de la fin du XIXe siècle, pas d'anachronisme. Il n'y a pas une volonté de contrôle du pays, ni de mise en valeur, ni de toutes ces choses sur lesquelles on débat aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose de particulièrement préoccupant pour nous et qui préoccupe certains de ses contemporains, pensez à Montesquieu, c'est la traite, l'esclavage. Il n'en dit rien. Nous ne saurons pas ce qu'il en pense. Et c'est d'autant plus étonnant que son attitude est souvent empreinte de beaucoup de respect, pas seulement de fraternité, mais de respect vis-à-vis des Africains, qu'ils soient des Maures ou des Noirs. Bambara, Wolof, il apprend le Wolof et très vite, au début de son séjour, il dit, dès la première sortie qu'il fait, les premiers contacts qu'il a avec les villages, ça n'est pas non plus autre
malentendu historique à éviter, ça n'est pas un explorateur. Il ne part pas dans des terres inconnues, il ne fait pas des lieues et des lieues, pour ne pas dire des kilomètres. Il reste à proximité de l'établissement de Saint-Louis du Sénégal et il profite de toutes les occasions de marché, de commerce, mais aussi il dresse un plan. Donc, la transparence suivante, s'il vous plaît. Même le suivant. Voilà. Saint-Louis du Sénégal est à l'embouchure du Sénégal. Et voilà des manuscrits de cartes qu'il fait à l'estime. Hein. Il évalue les distances parcourues dans telle direction, dans telle autre. Et ces manuscrits se trouvent au muséum. Et regardez deux citations, deux phrases entre lesquelles on voit toute l'ambiguïté de son attitude. Il m'invita, mon esprit s'occupait agréablement de ses pensées lorsqu'on vint m'avertir que le gouverneur du village m'attendait pour dîner. Je retournais sur mes pas, guidé par mes nègres. Alors ça, il n'a aucun état d'âme à dire, non pas le mot nègre, qui à l'époque n'a rien de péjoratif, mais il dit à l'occasion mon bambara. Dans ce labyrinthe de cases où je me serais perdu facilement. Je le retrouvais dans l'endroit où je l'avais laissé, avec ses enfants et quelques amis. Ils étaient assis, les jambes croisées sur le sable, etc. Il me fit asseoir auprès de lui et commença à manger en portant la main dans le plat et prenant une petite poignée de couscous qu'il roula avec les doigts, faute de cuillère et de fourchette, dont l'usage n'est pas encore venu jusque chez eux. Il m'invita ensuite à en faire autant. Je ne me fis pas prier et je suivis son exemple, car je ne m'écartais jamais de ce principe que rien n'est plus capable de gagner la confiance et l'amitié des étrangers chez lesquels on se trouve que de se conformer à leur manière de vivre et à leurs usages. Et je m'en suis toujours bien trouvé. La difficulté, c'est qu'ils se conforment aussi aux usages des Français de la colonie. Et j'en fis autant de mon côté en même temps, parce que je compris bien que c'était la façon de saluer usitée dans le pays. Il n'ôta point son bonnet, car il n'en portait pas. Pour moi, je suivis la coutume des Français, qui est de ne pas se découvrir devant les gens de couleur. Donc, une sorte de neutralité. D'autre part, il est employé par la compagnie. Dans les lettres aux Jussieu, il écrit aux Jussieu, il semble avoir des rapports difficiles avec les cadres commerciaux de la compagnie. Dans le journal de voyage, tout est idyllique. Donc il est difficile de se représenter exactement les rapports humains qu'il a. Il est assez irritable, mais en même temps, on sent une profonde humanité et une curiosité qui s'étend aussi bien aux minéraux, aux paysages, aux animaux, aux végétaux et aux hommes qui vivent au milieu de tout ça, qui connaissent tout ça. Alors, parfois, il a vite tendance à penser superstition. Lorsqu'il tue un marabout et que ses serviteurs lui font la tête, parce que c'est un oiseau qu'il ne fallait pas tuer, il a vite fait de traiter ça de croyance superstitieuse, sans se demander ce que nous nous demanderions aujourd'hui, quelle est la raison éventuelle de cette croyance. En tout cas, ce voyage l'amène à exploiter, on peut dire, les matériaux qu'il y a accumulés, mais alors on va revenir à... Oui, la deuxième, c'est ça.
Donc il est nommé à l'Académie des sciences. Et puis, l'affiche du cours, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la page de titre de son voyage. Donc, il est nommé botaniste associé à l'Académie des sciences et là commence un début de marginalisation, si on peut dire, dans l'ambition. En 63, très exactement, puisqu'il y a 2 volumes, paraît Famille de plantes. Alors ça, je vais y revenir parce que c'est l'autre œuvre majeure où il donne ce qu'on pourrait appeler sa philosophie botanique, son discours de la méthode, en même temps qu'il classe plus d'1 millier de genres de plantes. Il est nommé membre de la Royal Society, il est nommé académicien, mais on lui préfère Antoine Laurent de Jussieu, qui était le neveu de Bernard de Jussieu. Et la difficulté d'Adanson, c'est qu'il a été un peu le cadet et l'élève de la génération des oncles de Jussieu, et l'aîné d'Antoine Laurent. Et il se lance dans un projet d'encyclopédie qui doit couvrir la totalité du savoir. Alors, il participe quand même à l'encyclopédie, le supplément à l'encyclopédie, pas l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais le supplément à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et en 1779, il fait un voyage botanique important, un circuit, et d'une façon générale, il ne faudrait pas croire qu'il n'a pu herboriser une fois revenu du Sénégal. La flore et la végétation africaine tropicale l'avaient fasciné, mais il était capable d'herboriser au bois de Boulogne. Et dans l'article de mes collègues que je citais tout à l'heure, on voit des spécimens qui ont été récoltés en plein Paris aujourd'hui, mais même certains dans le Paris de l'époque. La Révolution ne lui cause pas de problème politique. Il n'est pas suspect, il ne connaît pas le sort de Lavoisier ou d'autres qui doivent se cacher, mais le prive de ses pensions. Il avait, en échange de son cabinet d'histoire naturelle, obtenu une pension. Il avait ses traitements d'académicien. Tout cela disparaît. Au point que quand la convention thermidorienne puis le directoire ressuscitent l'Académie des sciences sous la forme de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut national, auquel je faisais allusion avec le témoignage de ce jeune botaniste candidat, eh bien, on raconte qu'il ne peut pas venir à la première séance parce qu'il n'a pas de chaussures métables à se mettre. Le trait est peut-être apocryphe ou exagéré, peut-être aussi est-ce l'effet de son caractère, n'avait-il pas envie de voir ses collègues, mais toujours est-il qu'il a une fin de vie qui renforce un peu sa misanthropie et qui renforce le côté admiré plus que suivi de son influence scientifique.
Alors, je voudrais maintenant en venir à son œuvre. On va faire passer les transparents. Voilà, alors un dessin d'hippopotame. Il a plutôt l'air d'un hybride d'ours et d'hippopotame, si c'était possible. La carte qui est faite par Buache, le grand géographe du XVIIIe siècle, d'après les indications d'Adanson, une carte du Sénégal. Voilà, vous apercevez, un peu caché par les fleurs du premier plan, un baobab. C'est difficile. Ça fait comme ces dessins autrefois où on disait « cherchez le chat, il est dans le buisson ». Cherchez le baobab. Voilà, merci. Voilà, vous avez réussi à tenir un baobab au bout d'un petit ruban. La suivante. Donc ça, c'est un échantillon des coquillages de la deuxième partie. La suivante. Alors, le grand ouvrage que je vais analyser dans un instant. Mais alors, regardez bien, Famille des plantes, par M. Adanson de l'Académie des sciences de la Société royale de Londres, censeur royal. Oui, ça c'était une fonction quand même qu'il avait. Première partie contenant une préface historique sur l'état ancien et actuel de la botanique et une théorie de cette science. Ce n'est ni l'orthographe de l'époque, ni une orthographe fautive. C'est qu'une de ses ambitions était de réformer l'orthographe. Et Famille des plantes est écrit, et alors la feuille suivante, j'ai pris 2 phrases qui m'ont paru significatives de son orthographe, et il s'en explique. Il dit on me fera l'honneur de croire que je ne fais pas de faute d'orthographe, c'est exprès que je veux réformer, et donc je commence. Donc, partie contenant une préface historique sur l'état ancien et actuel de la botanique et une théorie de cette science, ça c'était la page de titre que je vous ai montrée, et vers la page 100, les ouvrages avec un J de Théophraste, de Dioscoride, de Pline et de Galien, marquent assez que les anciens ont eu quelques connaissances des plantes, mais peu étendues et assez superficielles. Les siècles qui suivirent celui de Pline n'enrichirent guère la botanique, enfin toutes les sciences s'éclipsèrent et elles ne reparurent qu'au XVe siècle. Et dans l'index figure une entrée orthographe avec un F, où il justifie que il y a une justification profondément philosophique, c'est que la parole est première par rapport à l'écriture. Et c'est l'écriture qui doit s'adapter à la parole, et non pas la parole se conformer à l'écriture. Et ça a une importance par rapport au nom des plantes et à l'importance qu'il accorde aux noms locaux. Voilà la fiche du cours qu'il donne chez lui. Voilà, et enfin son portrait. Le voilà, tel qu'en lui-même l'éternité le change, comme a dit un poète à propos d'un autre poète, tel qu'en lui-même sa légende de vieux misanthrope, un peu fatigué par son génie, le livre à nous et à la mémoire. Alors, son œuvre et l'influence qu'elle a sur la science actuelle. 2 grands thèmes. Comment et pourquoi nommer ? Comment et pourquoi classer ? Comment et pourquoi nommer ? L'exemple du baobab est significatif.
il a décrit le baobab. Il n'est pas le premier, il n'est même pas le premier européen, puisqu'il y avait un baobab à Saint-Louis du Sénégal où il y avait des noms gravés dans l'écorce de voyageurs. Mais il est le premier qui en a fait une description vraiment botanique. Du coup, Linné, qui pourtant était toujours un peu, les deux hommes étaient toujours un peu en opposition. Linné voyait Adanson comme un jeune ambitieux qui venait le critiquer, mais il reconnaît la valeur de sa description. Jussieu est d'accord, Jussieu et Linné sont d'accord, on va appeler le baobab Adansonia en l'honneur d'Adanson, comme on a appelé le magnolia en l'honneur de Magnol. Sauf que Magnol n'avait pas de rapport particulier avec le magnolia, ou Fuchs avec le fuchsia, ou Forsyth avec le forsythia, tandis que là, il y avait un rapport, et en général, les botanistes aiment bien donner un nom d'un de leurs collègues en hommage à une plante, et encore plus s'il y a un rapport entre ce collègue et l'espèce. Mais Adanson n'est pas du tout content de cet hommage. Il dit pourquoi donner le nom d'un botaniste français à un arbre africain? Et donc, tout le monde appelle le baobab Adansonia digitata, enfin tout le monde savant, mais lui préfère garder les noms locaux, soit le nom baobab qu'il donne comme éthiopien, soit le nom wolof, Goui, soit le nom que donnent les Français sur place, de pin au singe, de calebassier, etc. Alors, cet exemple qui est paradoxal, puisqu'il est à la fois jugé parti, on pourrait croire qu'il aurait fait une exception en disant « bon, pour le baobab, je passe, puisque vous lui donnez mon nom ». Mais non, il est cohérent avec sa position. Sa conception des noms s'oppose complètement à celle de Linné. Alors, il faut que je dise en un mot quelle est la conception de Linné. Elle tient à deux choses, pour la résumer. Le nom d'une espèce reflète l'appartenance de l'espèce à un genre. Vous allez chez le fleuriste, vous demandez un ficus. Il vous demande Ficus elastica, le caoutchouc, la grosse feuille, ou Ficus benjamina, les petites feuilles. Et si vous allez voyager en Inde, vous verrez Ficus religiosa, près des pagodes et des temples. Ficus bengalensis, le banyan, etc. Donc, le nom scientifique linnéen contient déjà le premier degré de la classification, le genre qui contient des espèces. D'autre part, c'est un nom latin et qui doit être latin même quand il existe un nom savant, par exemple sanskrit. Il y a une quinzaine d'exceptions, mais Linné n'admet que les noms latins, les autres sont trop difficiles à prononcer, dit-il. Alors, Adanson, il n'est pas tout à fait le seul. Il y a d'autres auteurs au Mexique, en Inde, qui prennent les mêmes positions à peu près dans les mêmes années. Mais c'est lui qui en fait la théorie philosophique la plus développée. Il estime que les noms à l'égard des noms de pays que quelques botanistes modernes appellent barbares, il faut en donner ici l'explication. Ils entendent par ce terme tous les noms étrangers, indiens, africains, américains, et même ceux de quelques nations européennes. Mais si ces auteurs dogmatiques eussent voyagé, ils eussent reconnu que dans ces divers pays, on traite pareillement de barbares nos noms européens. Ils sont tels relativement à leur façon de prononcer, comme les leurs le sont à la nôtre. Convenons que tous ces noms mis dans la balance équivalent les uns aux autres
et qu'ils doivent être adoptés toutes les fois qu'ils ne sont ni trop longs, ni trop rudes, ni trop difficiles à prononcer. Et je crois que cette balance dans laquelle on met les noms, elle a une valeur non seulement scientifique, sur le plan de la philosophie de la connaissance, mais une valeur éthique. Le problème, c'est que la solution proposée par Adanson était difficile. Si le nom local est porteur d'un savoir local, il est une connaissance des propriétés, il y a une volonté qu'il n'y ait pas de rupture entre le savoir populaire et le savoir savant. Tout ceci est extrêmement humaniste, important, intelligent, mais se heurte à une difficulté qui est qu'il y a plusieurs noms locaux. Et de ce point de vue-là, le débat, et j'anticipe un peu sur la troisième partie, se réglera en essayant de ne rien perdre des noms locaux et des savoirs vernaculaires, c'est-à-dire des savoirs locaux qui y sont liés, mais en ayant le nom scientifique comme un nom qui n'est pas plus universel en soi que les autres, mais qui sert de référence. C'est un petit peu comme les liaisons en chemin de fer qui passent toutes par Paris. C'est bien embêtant, mais c'est vrai que ça fait moins de liaisons que si on reliait toutes les villes à toutes les villes. S'il faut pour tous les noms wolof trouver tous les équivalents en sérère, en mandingue, en peul, il y a une difficulté. Même à l'intérieur d'un pays comme l'Inde, où il y a 14 langues, les flores indiennes mettent le nom linéen en face des équivalents en bengali, en malayalam, etc. Donc, une solution extrêmement visionnaire, mais qui n'avait peut-être pas les moyens techniques d'être réalisée. Comment et pourquoi classer ? Linné propose déjà le genre et l'espèce, c'est un classement, mais un classement au plus proche de l'individu, du spécimen. Il faut forcément des catégories plus grandes. Et Linné propose 24 classes. Si vous vous promenez au Jardin des Plantes, vous verrez un bâtiment où, au-dessus de la porte, le bâtiment de botanique, où sont les herbiers, et il y a marqué cryptogamie. La cryptogamie, c'est la 24e classe de Linné. C'est les plantes qui ne possèdent pas d'étamines et pas de pistils. Donc les algues, les mousses, les lichens, les fougères, etc. Les 23 autres classes sont déterminées par le nombre d'étamines. Donc un caractère, Linné sait bien que c'est un peu artificiel, mais il dit en attendant d'avoir mieux, c'est pratique. Adanson, comme les Jussieu, pense que c'est pratique et en attendant mieux, c'est un peu une échappatoire. Il faut trouver mieux. Et il recherche ce qu'on appelle la méthode naturelle, une classification par famille. Alors, il faut que je donne un exemple pour expliquer. Un caractère artificiel, ça serait par exemple la couleur. Si vous avez 5-6 classes par couleur, une fois que vous savez qu'une plante est bleue, vous savez qu'elle est dans la catégorie des fleurs bleues, je n'ai pas fait exprès, et tout ce que vous pouvez en déduire, c'est prévoir qu'elle aura des pétales bleus. Tandis que si vous prenez un caractère comme la structure de la graine, un cotylédon ou 2 cotylédons dans la graine, ce caractère extrêmement peu pratique à observer est en même temps extrêmement pertinent parce qu'il détermine la structure des nervures, la structure de la tige, il détermine d'autres caractères. De même, des catégories comme les papillonacées, comme les graminées,
repose sur un ensemble de caractères et vous avez une caractéristique qui vous permet de dire cette espèce X appartient à la classe grand A. Bon, ce pois de senteur que j'ai en main appartient à la famille des papillonacées. Et aussitôt, d'autres propriétés en découlent. Vous avez identifié d'après la forme de la corolle papillonacée, vous pouvez prévoir qu'il y a 9 étamines attachées ensemble et une libre en plus. Vous pouvez prévoir que quand il y aura les graines, elles seront dans des gousses comme des petits pois. Donc, Adanson va se lancer dans la recherche de la méthode naturelle. Les Jussieu vont le faire aussi de leur côté. Mais les Jussieu vont le faire comme je viens de l'ébaucher, en prenant la couleur d'un côté, la structure de la graine de l'autre, c'est-à-dire en donnant un coefficient. Vous savez, comme les lycéens qui passent des examens, ils ont un coefficient pour chaque épreuve. Il y a une pondération. De même dans les statistiques sur le taux de l'inflation ou le coût de la vie, on ne donne pas le même poids à un article qu'on achète une fois de temps en temps et à un article qu'on achète tous les jours. Donc, il y a une sorte de pondération des caractéristiques, certaines étant plus importantes que d'autres, permettant de faire des plus grands regroupements, et puis les caractéristiques les moins importantes comme la couleur, permettant tout juste de distinguer deux variétés éventuellement dans une espèce. Adanson va prendre une autre voie. Il va non pas peser les caractères, il va les compter. Et pour ça, la méthode telle qu'il l'a décrit, en fait il y a beaucoup d'intuition et de tâtonnement, mais telle qu'il l'a décrit dans l'idéal, il fait 65 systèmes aussi artificiel que celui de Linné, même plus, parce qu'il y en a qui sont fondés sur la taille, sur les feuilles, sur des caractéristiques habituellement peu importantes pour la détermination, peuvent être importantes pour la plante, mais peu importantes pour le classificateur. Et les plantes qui se retrouvent ensemble dans le plus grand nombre de ces systèmes, il les met ensemble. Donc il arrive à former 58 familles naturelles à partir de 65 systèmes artificiels. C'est une solution qui est prématurée, là aussi, qui en fait marche par tâtonnement et par intuition, parce que sur le plan, pour faire la comparaison des 1600 genres les uns avec les autres, il aurait fallu qu'il fasse des millions de calculs. Il lui manquait l'outil mathématique qui ne sera inventé qu'au XXe siècle, de l'analyse des données, et puis il lui manquait ça. Ce qui fait que j'en arrive à ma troisième partie, sa postérité. Postérité du point de vue des noms, de l'intérêt porté aux savoirs locaux, aux noms des plantes, c'est l'ethnobotanique d'une certaine façon et l'héritière d'Adanson. Du point de vue de la classification, alors là, il y a un double héritage. C'est un exemple intéressant parce que l'histoire des sciences a joué sur la science en train de se faire. En 1963, les botanistes ont fêté le bicentenaire de ce livre « Famille des plantes ». Et à cette occasion, il y a eu tout un déploiement d'érudition, de réinterprétation, et en même temps, les classificateurs, zoologistes ou botanistes, ont dit, mais ce qui était impossible de son temps, de traiter ces milliers de données, maintenant qu'on a des outils statistiques et des outils informatiques, ça devient parfaitement réalisable.
Et là, il y a une sorte de relecture d'Adanson à la lumière d'une nouvelle école de classification. Et ça, c'est une chose qui est courante en histoire des sciences. On réécrit, chaque siècle réécrit l'affaire Galilée, chaque siècle relie les débats de la mathématique grecque à la lumière des problèmes qu'on se pose. Ce n'est pas propre à l'histoire des sciences. J'ai commencé cet exposé en disant « il est au Sénégal, qu'est-ce qu'il pense de l'esclavage, qu'est-ce qu'il pense de la colonisation ?» Ce sont des questions qu'on a plus tendance à se poser maintenant qu'il y a 50 ans. Eh bien là, de la même façon, vers 1960, les historiens des sciences se sont posés à propos d'Adanson des questions qu'on ne se posait pas au XIXe siècle. Et l'autre grand thème qui là encore montre l'influence des questions actuelles sur le regard qu'on a sur le passé et les questions qu'on pose au passé, c'est la variabilité des espèces. Est-il un précurseur de l'évolution ? Alors, précurseur, quand vous dites précurseur à un historien ou un philosophe des sciences, il vous dit on est toujours le précurseur de quelqu'un et le précurseur, il apparaît après coup. Si Velázquez nous donne l'impression, vu de près, de ressembler à l'impressionnisme, c'est parce qu'il y a eu des impressionnistes. Sinon, personne n'aurait pensé à Velázquez comme ressemblant à l'impressionnisme. Il en est de même du point de vue scientifique. Il est sûr que la notion de précurseur est une notion rétroactive. Elle n'est peut-être pas dénuée d'intérêt pour autant. C'est une question à poser. Cette notion de précurseur, ça doit susciter des questions et non pas servir de réponse. Il admet une certaine variabilité des espèces. Admet-il pour autant une transformation comme Lamarck l'admettra à la même époque, pratiquement, puisque Lamarck est né en 1744, donc une vingtaine d'années après, même pas 20 ans après, non, 27, 44, oui, 17 ans après Adanson. Il est mort plus âgé, mais il a exposé sa théorie de la transformation des espèces dans son cours d'ouverture discours d'ouverture du cours de zoologie au Jardin des Plantes en 1800. Et ensuite publié son œuvre majeure, la philosophie zoologique, en 1809. Donc, Adanson a pu entendre parler des idées de Lamarck, et de toute façon, des idées sur l'évolution des espèces avaient été avancées à titre d'intuition audacieuse par Diderot. Vous savez, la plus belle phrase que je connaisse sur les prémices de l'évolution des espèces, c'est pas à propos de l'évolution des espèces qu'elle a été inventée, c'est à propos du changement dans le cosmos. Fontenelle se met en scène donnant une leçon d'astronomie à une dame dans un parc à la fin du XVIIe siècle, c'est les entretiens sur la pluralité des mondes, et il dit « Si les roses étaient capables de faire de l'histoire, elle dirait « le jardinier ne meurt pas, ne change pas, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. » Et c'est Diderot, dans le Songe de d'Alembert, reprend cette formule et l'applique aux espèces vivantes et appelle ça le sophisme de l'éphémère. Enfin, le sophisme de l'éphémère, c'est le raisonnement des roses, qu'on prête aux roses. Nous ne voyons pas le changement, donc ça ne change pas. Adanson n'aborde pas vraiment cette question. Ce qu'il admet sur la base d'observation, c'est la variabilité à l'intérieur d'une espèce plus que le changement dans le temps. Et dans l'article que j'ai déjà cité plusieurs fois de mes collègues,
dans l'herbier, ils ont noté qu'ils cueillaient un grand nombre de spécimens, non pas pour faire des échanges, comme ça se faisait souvent, mais plus tard, mais sans doute, c'est la supposition qu'ils font, pour observer concrètement la variabilité à l'intérieur d'une espèce, en voyant que, bon, on dit l'apacrète, on dit le trèfle blanc, mais finalement, à l'intérieur d'une telle espèce, il y a des mutations, une variabilité individuelle. Finalement, le rapport à l'évolution le plus profond, c'est peut-être moins ces quelques notations sur la possibilité d'une variation de l'espèce que la notion même de famille. Et là encore, Adanson nous apparaît comme quelqu'un qui conduit la science sur des chemins au bout desquels il n'arrive pas. La notion de famille, il l'emprunte à Magnol, un botaniste qui a écrit une 50aine d'années auparavant, même un peu plus. Elle se réfère à l'idée d'une ressemblance globale. Finalement, une famille de plants, dire que le faux acacia et le pois de senteur sont de la même famille, c'est dire que malgré le fait qu'il y en a un qui est une herbe et l'autre un arbre et tout, il y a quelque chose d'une ressemblance globale entre les deux, comme un air de famille. Moi, je crois qu'il faut prendre famille dans le sens un air de famille. Quand on dit à quelqu'un « Oh, mais vous n'êtes pas frère de telle personne » ou « Oh, c'est bien votre fils », et soi-même, on ne le sait pas et on ne saurait pas dire sur quel caractère on l'a établi, ou plusieurs. Il me semble qu'il y a l'insistance chez Magnol sur le côté intuitif. Chez Adanson, l'intuition est rationalisée, elle est décomposée en un grand nombre de caractères, de la façon que j'ai essayé de vous suggérer. Donc, le monde vivant a connu des familles avant de connaître des ancêtres. Et c'est ça qui était extraordinaire dans le rapport de l'histoire naturelle à l'évolution, c'est que, pour nous, si le pissenlit et la chicorée sont de la même famille, alors qu'ils ne sont pas de la même famille que la tulipe, c'est que l'ancêtre commun aux trois fleurs, tulipe, chicorée et pissenlit, est beaucoup plus reculé que l'ancêtre commun seulement au pissenlit et à la chicorée. Comme si le pissenlit et la chicorée étaient des cousins germains, et avec la tulipe, ça serait des cousins, des petits cousins lointains. Donc, le mot famille, qui était une métaphore, qui était une analogie, est toujours une analogie, mais qui a pris tout à coup un poids conceptuel très important, puisque le fondement rationnel de la classification, c'est le principe généalogique, ce que Darwin expliquera par l'expression de descendance avec modification. Et je voudrais terminer sur une image un peu bucolique, sur le charme d'une dame, Adelaë Adanson, sa fille, très belle, qui après une vie mondaine parisienne, fonde un arboretum dans l'Allier. Et si vous avez l'occasion d'aller dans l'Allier, allez voir l'arboretum de Balaine, B-A-L-A-I-N-E, qui, là, peut-être, en vous perdant dans les allées de l'arboretum, vous retrouverez l'intelligence des Lumières à l'œuvre dans le labyrinthe du règne végétal. Je vous remercie.